Bonjour chère auditrice, bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome. Donc je suis Stéphanie Jasny, je suis énergéticienne, médium et passeuse d'âme et je travaille au sein de ma micro-entreprise que j'ai ouverte en janvier 2023. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome, mais également sur mon site www.zenome.fr. Vous y trouverez les nouveaux accompagnements que j'ai mis en place pour la rentrée de janvier 2024 et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour vous tenir informé sur les prochaines initiations qui sont possibles et les prochains stages de passeur d'âme. Tout ça, je le partage dans ma newsletter, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous laisse maintenant profiter de cet épisode. Et voilà, c'est parti, nous nous retrouvons dans la suite de cet épisode sur le chapitre 2 que j'ai coupé du coup en deux parties, sinon ça ferait un épisode très très long d'une heure. Et comme j'ai l'habitude de faire des épisodes de 30 à 45 minutes, je préfère couper et que vous ayez la possibilité d'écouter tout en entier ou en plusieurs parties. Alors j'avais terminé sur un questionnement où je me posais la question s'il fallait que la conscience ait plus de savoir, soit un petit peu plus évoluée dans les connaissances, dans l'apprentissage des expérimentations qu'elle a fait, pour pouvoir entrer en communication avec des consciences, donc d'autres personnalités qui sont moins élevées, qui sont moins avancées sur leur chemin, sur leur évolution, ou si ça pouvait se faire dans les deux sens. Et bien en fait, du coup on m'a partagé une vidéo avec le témoignage d'une personne qui a fait une EMI et où il explique justement que en fait c'est toujours la conscience qui est d'un niveau plus avancé qui peut rentrer en communication avec du coup la conscience moins élevée. Donc j'ai eu ma réponse. Donc cette petite pause en fait a été bénéfique parce que j'ai trouvé j'avais ce questionnement, j'avais cette impression mais j'avais pas vraiment de confirmation et effectivement apparemment ça fonctionne dans ce sens-là. Ce qui, quelque part, me semble logique parce que quand on est là, par exemple, à notre niveau et qu'on veut rentrer en communication avec un niveau plus avancé, c'est difficile d'envisager des modes, des méthodes de communication que l'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais expérimenté et qu'on ne sait pas faire. Alors qu'à l'inverse, une personnalité qui est plus avancée a déjà passé le cap où on en est, donc elle peut effectivement revenir en arrière pour essayer de s'adapter. Et je pense que ça doit demander quand même un certain travail, une certaine maîtrise et aussi une certaine énergie. Et en même temps, je pense que la communication est limitée. Pour des plans très très élevés, je pense qu'il doit y avoir tellement une suradaptation pour descendre en fait un petit peu à notre plan de communication que c'est pour ça qu'on a un petit peu tous ces intermédiaires pour qu'il puisse y avoir des échanges à travers les différentes couches. Parce que je pense qu'il y a des plans où c'est tellement autre chose qu'ils ne peuvent même plus s'adapter du tout à la matière. Voire je pense qu'il y a des plans qui ne connaissent aussi pas du tout la matière. Ils ne savent pas du tout ce que c'est, ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais vécu dans cette réalité-là, dans ce plan-là. Et donc forcément, je pense que là aussi, il doit y avoir un petit peu des freins à la communication parce qu'on ne peut pas rentrer en communication avec quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut absolument pas imaginer ni envisager. Je pense que ça semble assez logique dans ce sens-là, que c'est plutôt des émanations, des incarnations, des entités plus avancées qui rentrent en communication avec nous plutôt que l'inverse. Et dans le même temps, dans ce plan, on va dire, moins avancé, dans tout ce savoir, ces connaissances, cet éveil, il faut qu'il y ait cette ouverture, cette envie de communication pour que ça puisse se faire. Je pense que à la fois, il y a un petit verrou qui dit si je ne suis pas prêt, je ne peux pas voir, je ne peux pas entendre, je ne suis pas OK en fait. Et dans l'autre sens, je peux venir, mais seulement si tu m'autorises. Je pense que ça doit fonctionner comme ça. Et donc, quand on envoie une demande, par exemple, si vous parlez donc à des personnalités qui sont d'un autre niveau, comme les anges, les archanges, qui sont des autres fréquences vibratoires, si vous envoyez votre demande, eux, du coup, en fait, ils vous entendent,
Mais après, pour vous répondre, si vous n'avez pas cette faculté, cette envie, ces capacités d'ouverture, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, mais en fait, ils ont entendu. Et peut-être qu'ils répondent, c'est juste que vous ne voyez pas. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça, je pense que ça fonctionne. C'est qu'en même temps, ils s'adaptent à nos méthodes de communication, mais en même temps, ils ne peuvent pas apparaître non plus dans notre plan en répondant vraiment comme dans nos modes de communication par la parole. Donc ils nous envoient des signes différents et c'est peut-être pour ça que parfois on a nous aussi du mal à comprendre tous ces messages en fait. Et donc, le moyen de communication le plus facile où nous y entrons assez facilement, où nous faisons les choses assez facilement et naturellement, du coup, c'est le monde des rêves en fait. C'est là où on a tous ces échanges qui peuvent être faits parce qu'on n'est plus limité dans notre corporalité à ce moment-là. On ne fait plus attention à toute cette corporalité et ce monde de la matière, et c'est là où on est plus ouvert aussi à recevoir des messages. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des messages dans leurs rêves, mais en fait quand je dis beaucoup de personnes, c'est tout le monde reçoit des messages à travers le monde des rêves, et si on ne s'en rappelle pas, eh bien tout simplement c'est parce qu'on ne porte pas l'information à son mental, à sa conscience, à sa connaissance. On ne souhaite pas aussi on a peut-être fait le choix de ne pas s'en rappeler parce qu'on n'est pas ouvert à tout ça. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout ouvertes à la spiritualité, qui sont dans le monde de la matière et qui envisagent uniquement le monde de la matière et qu'une fois qu'il n'y a plus le monde de la matière, il n'y a plus rien. Donc ça c'est absolument ok. Et généralement en plus ces personnes-là ne se souviennent pas aussi de leurs rêves. Donc c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être aussi occulter une certaine partie pour ne pas voir, pour ne pas savoir, pour ne pas entendre, parce que c'est son choix d'incarnation d'expérimenter ça, donc c'est possible aussi. Le deuxième point qui était intéressant avec cette vidéo où la personne ce monsieur partageait son expérience de EMI, c'était la visite de ces différents plans qu'il avait pu faire dans ce monde de l'invisible. Et moi ce qui m'a fasciné, c'est que j'ai retrouvé certains de ces plans, pas tous, en voyage dans ma pratique chamanique. Et je me rends compte à quel point ma pratique chamanique, c'est ça, c'est me créer des ponts en fait pour pouvoir passer de notre réalité de la matière à tous ces mondes, ces plans de l'invisible, ces plans de non-matière. Et effectivement, parfois, je reviens avec des informations, des images, des ressentis, des impressions que forcément je ne conscientise pas là, mais ça aussi j'arrive à lâcher prise en me disant l'information est passée, je reviens avec, elle m'a été transmise, c'est que j'avais besoin de cette information et voilà, peut-être que ça se conscientisera, ça se portera à ma compréhension mentale plus tard. Donc c'était vraiment super intéressant comme vidéo et de se rendre compte où j'en suis un petit peu aussi dans mon cheminement, vous voyez, dans mon parcours, ça a été un éclairage. Et bien sûr, c'est corrélé aussi avec la reprise de la lecture des livres de cette parle. Il y avait déjà eu un premier mouvement, première compréhension de ce livre. Et là, vous voyez, il y a un approfondissement. Et je pense qu'on peut le lire et le relire. On continuera à avancer, à progresser sur notre chemin. Et ça répond encore aussi à une autre question, ou pourquoi on accumule en fait tout ce savoir, toutes ces expériences. Eh bien, c'est pour évoluer dans ces plans, en fait, pour se rapprocher de la source, de la conscience, de ce qui est en haut, de plus grand que nous. Donc, c'est pour se rapprocher de cette part divine que l'on porte. On est en fait un petit fragment de tout ça. Et c'est pour pouvoir retourner, en fait, un petit peu à la maison, là d'où on vient. Mais cela, apparemment, ça prend quand même du temps, sachant que d'un point de vue quantique, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ça n'a pas encore commencé, que c'est en train de se dérouler, que c'est déjà fini. Donc tout ça se passe dans le même temps. Et c'est là où aussi on se pose la question, mais s'il n'y a pas de début ni fin, à quoi bon tout ça, où on en est, et qu'est-ce que ça va donner une fois que tout sera rassemblé, condensé? Est-ce que c'est un peu comme la théorie du Big Bang où toute la connaissance, du coup la conscience est condensée en un point et après elle explose en petits fragments et après elle se recondense en un point, elle explose en petits fragments. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Enfin voilà, ça c'est, je pense, encore en dehors de notre compréhension terrestre. Donc si je reviens au chapitre 2 des lectures de cette parle, ce qui est aussi un autre point qui est développé,
c'est le fait que l'on existe dans d'autres systèmes de réalité, mais en fait qu'on ne les perçoit pas. Et que quand bien même il y aurait un élément qui vient dans notre existence là tridimensionnelle, en fait on serait incapable de l'interpréter, car le fait de passer l'un à l'autre, ça le déforme complètement. Donc ça revient un petit peu à ce que je vous expliquais sur les méthodes de communication. Peut-être que parfois on reçoit les réponses à ce que l'on demande, mais en fait c'est tellement déformé que déjà on ne le voit pas. Et puis ça peut se matérialiser sous la forme d'un simple objet, et on n'en a pas forcément la compréhension. Parce qu'encore une fois, c'est une information énergétique qui est envoyée, et nous, après, on la reçoit comme on peut la recevoir dans sa globalité. Donc parfois, on arrive à se dire, je lâche prise, je sais que j'ai reçu l'information d'un point de vue énergétique, et ça va au-delà de ça, et je n'y mets pas de mental, et je n'y mets pas de compréhension. Mais par exemple, si je reprends mon exemple des anges, quand on leur demande quelque chose et que la réponse c'est une horaire miroir ou c'est une plume, forcément on se dit oui, mais comment j'interprète ça? Donc vous voyez, en fait on a reçu la réponse, mais le fait qu'il se matérialise dans notre réalité, il est déformé, et du coup on n'a plus le sens du message, on a juste son interprétation de comment il est représenté ici. Donc on sait qu'on a été entendu, on sait qu'on a reçu le message. Et donc après, c'est à nous de cheminer avec ça. Et c'est à nous, à nous-mêmes, d'interpréter ensuite ce message par rapport à ce signe reçu, quelle signification il a pour soi. Mais du coup, on ne peut pas demander une compréhension à quelqu'un de l'extérieur. Ça revient un petit peu au monde des rêves, où on ne peut pas demander à quelqu'un d'interpréter son propre rêve. Cette personnalité non incarnée a la possibilité, lui, de voyager à travers toute notre représentation de nous-mêmes, toutes nos consciences, tout ce que l'on est. Et parfois, il explique que pour pouvoir se reposer, il prend une forme de vie plus simple dans la matière, dans une autre réalité, histoire de se poser. Et donc, il prend l'exemple de l'arbre. Et du coup, c'est là où je rejoins un petit peu cette idée, c'est que effectivement, dans ces formes simples de vie, finalement, il y a quelque chose de plus avancé que nous. C'est pour ça qu'on parle peut-être de la sagesse des arbres. Parce que c'est vrai que quand on regarde la nature, on a beaucoup à apprendre d'elle. Et en fait, c'est ce qu'il explique, c'est que parfois, pour se poser, ils se fondent dans une existence plus simple, histoire de pouvoir poser un petit peu ce qu'ils sont. Parce que comme ils sont dans la non-matière et que tout est changeant en permanence selon leurs propres pensées, leurs sentiments, leurs ressentis, ce qu'ils sont en train de vivre, vous imaginez à la vitesse de la pensée à quel point ça doit être mouvement. Et ça demande du travail, sachant qu'en plus il travaille sur plusieurs plans, qu'il est enseignant, qu'il enseigne dans plusieurs réalités, qu'il doit s'adapter à différents modes de communication, etc. Donc effectivement, comme c'est un petit peu à l'infini, on arrive à envisager de comprendre qu'il y a besoin de ces moments de pause. Et en même temps, c'est pour ça que quand on se connecte aux arbres, etc., on reçoit avec toute humilité toute cette sagesse, parce qu'on se rend compte qu'on connecte à quelque chose de plus grand que soi, de plus grand que nous, maintenant. Et donc, Seth, qui est dans ce plan, on va dire, plus avancé par rapport à nous, il explique également qu'il peut créer, lui aussi, d'autres personnalités, mais qu'il ne le fait jamais à la légère, parce que chaque personnalité que ces personnalités du niveau de 7 vont créer, ça va être des êtres libres aussi, de suivre leur propre chemin et d'être créateurs également. Donc, rien n'est pris à la légère dans cette création, et c'est un petit peu la façon dont je vois l'âme en fait. L'âme, voilà, elle crée différentes personnalités, et une fois qu'on se rassemble tous, on est en fait cette âme, cette essence. Et en même temps, on a chacun notre libre arbitre, on est chacun différent. On fait chacun nos choix, nos expériences, notre expérimentation de vie. Donc je rejoins pas mal cette idée. Et en avançant dans la lecture, donc non seulement son existence est constamment dans le mouvement, dans le changement, mais nous aussi. Sauf que nous, comme on est dans cette réalité qui nous semble statique, on va un peu parfois se mentir. Par exemple, quand on a une impression qu'une pièce est plus grande, plus petite que ce qu'on avait vu
auparavant elle nous semble différente, effectivement elle est différente. Seulement si on va prendre un mètre et mesurer, on va s'apercevoir que le mètre donnera la même mesure, parce que les outils aussi s'adaptent à cette transformation pour que notre réel paraisse toujours pareil. Ce qui est compréhensible, étant donné qu'on est quand même des milliards sur cette planète à partager la même soi-disant réalité, c'est un peu logique que on ait tous la même perception des choses, qu'on ait l'impression qu'il y a exactement la même mesure, même s'il y a une personne qui va avoir l'impression que cette pièce du coup est grande et l'autre personne va se dire bah non, cette pièce en fait elle est petite. Donc effectivement, l'univers dans lequel les deux sont est vrai. La pièce est très grande pour l'un, la pièce très petite pour l'autre, puisque les choses sont changeantes. Mais si les deux mesurent, ils trouveront la même chose, puisqu'on est dans la même réalité. Et ça rejoint aussi quand il y a des personnes qui, par exemple, quand on attend dans une salle d'attente, il y a des personnes, ils vont avoir l'impression d'avoir passé 5 minutes dans cette salle d'attente, et il y a des personnes qui se disent c'est trop long, j'ai passé 1 heure. Et si les deux regardent l'horloge, ils vont se dire bah non, en fait, il y a 15 minutes qui s'est écroulé. Et pourtant, c'est vrai, la personne qui aura l'impression d'avoir vécu 5 minutes n'a vécu que 5 minutes, l'autre personne qui a l'impression d'avoir vécu 1 heure a vécu 1 heure, mais comme ils sont dans le même référentiel de réalité, du coup il y a une adaptation pour en gros mettre un peu tout le monde d'accord que finalement il s'est passé tant de temps, 15 minutes. Donc vous voyez, tout s'adapte en fait à ce que l'on croit. En fait, on est dans ce système de l'heure. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'essaie de vous expliquer, mais on est dans ce système de l'heure où on est leurré par nos appareils de mesure, etc., qui ne viendront que confirmer que non, tout est normal, même si vous avez une impression de différence. Ils vont vous dire, bah non, regarde, ça n'a pas changé. Et puis donc après, nous, du coup, on est d'accord, on se dit, bah oui, non, ça n'a pas changé, parce qu'on n'envisage pas que c'est possible que ça change en permanence. Et pourtant, c'est ce que ça fait. Donc, dans toutes ces réalités-là que l'on expérimente, en fait, il y a des milliards d'individus sur Terre, il y a des milliards de réalités qui se confondent. Mais pour qu'on puisse continuer à être ensemble, il y a cette adaptation et du coup ce système d'illusion pour que en fait tout le monde se mette d'accord on voit la même chose, on expérimente dans le même espace, on est ensemble en fait. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'interprète ce qu'il essaie de nous expliquer. Donc ça peut paraître alambiqué, et pourtant, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. On est à la fois ici de façon vibratoire, puisque nous ne sommes que des atomes en perpétuel mouvement, et on est cette apparence à partir du moment où quelqu'un apporte la conscience sur nous, et donc l'environnement c'est pareil, tout bouge en permanence, et à partir du moment où il y a quelqu'un qui apporte la notion dessus, c'est grand, c'est petit, l'environnement sera grand, sera petit, et on n'a pas tous les mêmes impressions, et effectivement on ne vit pas tous les mêmes impressions, mais ça ne veut pas dire que l'un a tort ou l'autre a raison. Non, les deux ont raison. Et après, les référentiels de mesure, ils vont vous dire, voilà, c'est comme ça, c'est comme si, histoire que tout le monde reste dans le même plan, parce que sinon on ne serait plus ensemble, on ne communiquerait plus ensemble, on ne serait plus dans la même temporalité, dans la même réalité, on serait toujours tous décalés des uns des autres, et sauf que non, le but qu'on est venu ici sur Terre, c'est de vivre les uns avec les autres. Mais voilà, à savoir que tout est aussi changeant en permanence, même si notre perception corporelle avec nos sens limités ne nous permettent pas de le voir, de le sentir autrement que par juste j'ai l'impression que c'est grand, j'ai l'impression que c'est petit, j'ai l'impression que le temps était long, j'ai l'impression que le temps était court. On ne peut pas le mesurer autrement parce que on est dans cette normalité pour tout le monde qui doit être compréhensible en fait, qui nous leurre. Et ça me fait penser à tout ce qu'on entend un petit peu sur la manifestation, en fait, qu'on manifeste ce que l'on est. Alors ça va au-delà en fait de ça, c'est que on manifeste en permanence ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, mais on ne l'apporte pas dans sa compréhension mentale. On n'en fait pas un changement volontaire en fait. On se dit pas tiens, je vais manipuler ça pour faire ça. Et c'est en fait ça qu'on essaye d'apprendre dans la manifestation, c'est pouvoir changer
l'environnement énergétique, pour rêver spécifiquement ce que l'on a envie d'être, d'incarner, de devenir. Et le fait de l'imaginer déjà de ce point de vue énergétique, dans le monde des rêves, dans cet espace où on est un peu plus libre, ça prend forme ensuite dans la réalité. Et ça, en fait, on le fait tout le temps. Donc, en gros, la manifestation, c'est un peu apprendre ces mécanismes-là, de les faire un peu plus en y apportant son attention. De moins le faire de façon spontanée, mais plutôt en y regardant, en y mettant une intention et en se disant bah tiens, je vais changer ça pour qu'il se produise ceci. Mais en fait, ça on le fait tout le temps, d'où en fait on manifeste tout le temps et d'où on a cette abondance en permanence aussi autour de nous parce qu'on est capable de créer tout ce qu'on veut en fait. C'est ce qu'il essaye de nous faire comprendre dans ce livre 7, c'est qu'on est capable de tout. C'est juste qu'on se limite à notre corporalité en s'imaginant bah non, je suis un être physique là, je peux pas tout, alors qu'en fait si. Et on le fait ça spontanément, naturellement, tout le temps en fait, sans s'en rendre compte, sans percevoir. Parce qu'on a cette idée de la permanence de la matière autour de nous, que les choses sont permanentes, sont structurées, sont physiques, sont matérielles, sont dures. On se dit, mais oui, mais là je touche le meuble sur lequel mon ordinateur est posé. Donc oui, je suis sûre, c'est matériel, c'est physique, c'est là. Mais en fait, ce sont juste des atomes qui prennent cette apparence parce que vous y apportez votre mental en disant il a cette apparence et vous lui donnez cette forme. Et ça, on le fait en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, pour manifester en conscience, il faudrait se dire, se suggérer en fait à soi-même les changements que l'on voudrait voir et se permettre de pouvoir avoir cette liberté, de pouvoir aussi l'envisager, ce qui n'est pas forcément toujours facile. On peut se dire bah oui, j'y crois, mais il faut vraiment le vibrer aussi intérieurement dans ses cellules, complètement, soi-même. Donc c'est tout un travail à faire il y a des personnes qui sont dans la manifestation qui vous apprennent à faire tout ça sûrement mieux que ce que j'essaye de vous expliquer ici. Mais voilà, ce livre est vraiment pour nous faire prendre conscience de toutes ces choses-là, de toutes ces capacités, même si pour l'instant ça nous laisse pas mal de questionnements et que ça nous ouvre encore des doutes, des incertitudes, et on a besoin d'expérimenter pour voir, pour y croire, et en même temps ne pas oublier qu'on n'expérimente que ceux auxquels on croit et qu'on a envie de voir. Donc c'est un petit peu le poisson qui se mord la queue. Mais voilà un petit peu comment ça me fait penser là aussi à la manifestation, c'est que toute notre réalité, en fait, que l'on se crée, c'est ce qu'on manifeste, ce qu'on avait envie, consciemment ou inconsciemment. Je vais prendre un exemple là concret qui me vient en tête. Donc c'est pour ma petite chienne Up. Je l'ai complètement manifestée parce qu'elle a des caractéristiques qui appartiennent à différentes races de chiens. Et je trouve ça énorme qu'elle a tous ces points que j'aime chez des chiens différents, et donc forcément elle est unique, hein, personne ne pourra lui ressembler parce qu'elle a toutes ces caractéristiques qui viennent de plusieurs chiens, plusieurs mélanges, et donc elle, techniquement elle est bichon croisé, bulldog français et aussi shih tzu, elle a tout ça en elle, mais on retrouve ce côté labrador, elle a un petit côté du scottish, donc voilà, c'est assez drôle de se dire que finalement je l'ai manifesté. Avec le décès de mon chien, je me suis laissé du temps et je me suis dit je lâche prise sur ça. Je sais que je reprendrai un chien un jour, mais voilà, je lâche prise sur cette temporalité en me disant que ce chien-là viendrait au moment où elle viendra. Donc en plus, je voulais une femelle et je me disais ça viendra au moment où ça viendra, je lâche prise. Je recherche pas forcément, je vais pas forcément vous voyez, aller dans les différentes SPA, etc. pour essayer à tout prix de trouver, aller dans des élevages, parce que maintenant en plus j'en trouve des élevages, etc. Mais au début je ne trouvais pas pour ce petit type de chien, donc j'ai lâché prise en me disant je veux un petit chien, voilà tout ce que j'aime chez les chiens, les caractéristiques,
et son tempérament aussi, même si parfois elle est un petit peu difficile, mais bon, c'est un chiot, on lui pardonne, elle apprend. Et tout ça a fait que finalement s'est présenté une occasion avec une connaissance à moi qui a une portée qui n'était pas forcément voulue, et donc voilà, le cheminement a fait que l'opportunité s'est présentée d'une façon inattendue, mais je l'ai manifestée, vous voyez. J'avais envoyé cette intention-là de je vous souhaiterais un petit chien, une femelle, mignonne comme tout, avec tout ce que j'aime chez un chien. Je sais pas trop en plus la race, hein. J'étais là, j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça, donc un petit peu, j'envoie un petit peu tout et on verra ce que ça donne, et ça donne tout. Donc voilà, c'est comme ça en fait qu'on manifeste les choses, et on le fait très souvent inconsciemment. Donc là, je l'ai un peu fait... je l'ai un peu mentalisé parce que j'avais quand même cette idée-là en tête. C'était une idée qui était au premier plan. Mais il faut imaginer qu'on a plein d'idées qui sont dans notre subconscient et qui se manifestent aussi. Donc après, on se dit « Ah, mais pourquoi il m'arrive ça ? Je comprends pas. » Parce que pourtant, j'avais pas forcément envie de ça. Mais peut-être que inconsciemment, on avait envie de ça, on avait besoin de ça. Et c'est là où parfois on est un peu surpris des manifestations en se disant « Ça ne marche pas. » Parce qu'on ne s'est pas connecté à tout. Notre nous-mêmes dans tout ce que l'on voulait. Donc effectivement, on aimerait quand on porte à notre conscience ceci, mais il faut aussi voir inconsciemment, est-ce que c'est aligné, est-ce que c'est ok. Quand il y a doute, confrontation et qu'on ne souhaite pas la même chose que ce qu'on souhaite à l'intérieur de soi réellement, on ne s'en rend pas compte, et du coup on manifeste pas ce que l'on voudrait réellement en fait. Et du coup, en gros, faut être d'accord avec soi-même et être bien aligné. Et donc ça, forcément, c'est tout le travail d'une vie, être aligné avec soi-même et bien se connaître soi-même, voire de plusieurs vies. Donc ça prend du temps, encore une fois, dans la manifestation, mais à savoir que l'on le fait en permanence. Tout ce qu'on a autour de nous, c'est la manifestation de ce que l'on a souhaité, ce qu'on a imaginé, ce qu'on a créé. Hein. Il nous le dit bien plusieurs fois dans le livre 7, c'est la conscience qui crée la forme. Donc toute votre réalité, ce que vous avez autour de vous, vos objets, tout ce qui est matériel autour de vous, vos biens, etc., c'est ce que vous avez manifesté, vous avez créé, c'est vous qui l'avez pensé, imaginé, envoyé un moment à l'univers comme souhait et que vous avez reçu. C'est comme ça que ça fonctionne. Un autre point intéressant développé par Seth, c'est qu'on a aussi des moyens de perception. C'est ce qu'il appelle des sens internes en permanence, qui est doté chaque conscience, qu'elle soit dans la matière ou non, qui sont indépendantes de l'ego. Et que si nous les utilisions vraiment en toute liberté, on serait capable de percevoir l'environnement dans lequel il existe. On serait capable de voir ces réalités plus avancées. Et plus tard, il dit qu'il nous expliquera en fait quels sont ces sens internes. Donc on avancera dans la lecture vraiment pour avoir des détails sur ça. Mais pour dire que comme là, on est surtout des personnages égotiques dans notre corporalité, où on essaye déjà de se comprendre intérieurement, extérieurement, etc., qui l'on est, forcément, on est limité sur ce plan. Et si on utilisait nos capacités différemment, on serait capable en fait de voir autre chose. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous dis depuis assez longtemps dans tous les podcasts que je partage, c'est que les médiums, passeurs d'âme, énergéticiens, chamans, etc., personne n'a de don et n'est supérieur à quelqu'un d'autre. C'est parce qu'à un moment, on fait ce choix de développer ces capacités-là. Mais finalement, tout le monde est capable de faire tout ça, parce que qu'on s'en rende compte ou qu'on ne s'en rende pas compte, on fait tout ça. Vous n'allez pas me faire croire que même quelqu'un qui ne croit pas à la spiritualité, au développement personnel, etc., ne se couche pas le soir pour dormir. Eh ben si, pourtant il le fait, tout le monde dort, sinon c'est pas possible de vivre. Hein. Et donc le fait de dormir, c'est ce qu'on a dit, c'est partir dans un autre mode de communication, un autre plan, etc. Et ça, tout le monde le fait. Après, c'est le fait qu'on s'en rende compte ou pas. Donc tout le monde a les capacités de se connecter en fait à tout si on en fait le choix. Et si on développe ces capacités, si on s'en donne les moyens, le travail. Donc parfois on peut se dire bah oui mais moi j'y arrive pas, je comprends pas. Et on peut avoir la personne qui se présente à ce moment-là pour vous dire, pour vous guider, pour vous aiguiller sur ce chemin parce que vous avez décidé de développer quelque chose.
par exemple vous souhaitez développer ce côté d'énergétique, etc., de magnétisme que l'on a tous, et vous venez me voir pour le Reiki Usui, et donc vous allez développer ça. Mais voilà, tout est une question de choix, donc personne n'est limité, et personne n'est plus capable que quelqu'un d'autre. C'est juste qu'on fait des choix aussi par rapport aussi à ses goûts, aussi ce que l'on aime. Par exemple, un joueur de football, voilà, il aime le foot, il aime le ballon, il va développer ses capacités pour ça et il ne va faire que ça. Donc forcément, il va exceller dans ça. Si vous lui demandez de faire un soin énergétique, il va pas savoir faire. Et là, on va voir à quel point il est limité et on va dire ah bah oui, en fait, il est nul, il sait pas faire. Pourtant, il est très compétent dans le football. Et là, on remet pas en question le fait qu'il est très compétent dans le football. Mais voilà, c'est juste des capacités en fait que l'on développe. C'est pas parce que c'est des capacités extrasensorielles, on va dire, qui sont un petit peu dans le subtil, qu'on n'en est pas capable. Moi, je suis persuadée que tout le monde en est capable. C'est juste que tout le monde n'a pas l'envie de... On a aussi le choix de ne pas avoir envie de développer tout ça. Donc il n'y a pas, encore une fois, une idée de personne qui est élue, qui est plus appelée d'autres. Je pense que tout le monde est capable de le faire. Après, c'est si on se décide de sauter le pas ou pas. Et dans tout ça, décider de sauter le pas ou pas, ça rejoint ce qu'on dit depuis le début, c'est dans notre évolution, dans notre cheminement, parce qu'on en est à tel stade de développement, et on se dit on est prêt pour l'étape suivante ou pas. Voilà, mais c'est pas péjoratif en se disant c'est parce que lui il a été choisi, il est l'élu, il a des dons, il a des capacités, alors que moi je suis un simple humain terrien et je suis nulle, je sais rien faire, vous voyez. C'est pas du tout dans ce sens-là, c'est vraiment toujours une question de choix, même si ce sont des choix inconscients aussi que l'on fait. Donc voilà, je vais conclure le chapitre 2 un petit peu sur ça pour nous dire, nous rappeler que nous sommes dans cette réalité physique qui nous limite et dans laquelle nous nous limitons en faisant l'abstraction de tout le reste qui peut rentrer en communication avec nous, qui peut venir nous traverser, etc. Et voilà, c'est ok à nous de voir si on souhaite développer ou pas plus nos capacités extrasensorielles et avancer sur ce chemin-là. C'est une question de choix, d'envie et d'élan. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et donc je vous dis à la prochaine pour passer à la suite des chapitres. Donc ce sera le chapitre 3, nous allons continuer avec cette parle. Et donc nous verrons si je le fais en un seul épisode ou en 2, ça sera la surprise. Passez une excellente journée, après-midi ou soirée et je vous dis à très vite.